Juste avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, une petite note pour vous informer que celle-ci a été enregistrée avant l'attaque coordonnée qui a eu lieu à travers le Mali le week-end dernier, au cours de laquelle 2 groupes d'insurgés distincts ont tué des membres haut placés de la junte et ont pris le contrôle de villes clés. C'est clairement une escalade majeure de la part des groupes au centre de la vidéo d'aujourd'hui, indiquant que la menace pourrait être plus grande que ce que nous pensions lors de la réalisation de la vidéo. Mais notre analyse principale dans cette vidéo reste inchangée, et cela reste une excellente introduction pour tous ceux qui se demandent ce qui se passe actuellement au Sahel. Profitez-en. Le directeur du programme Afrique du Centre d'études stratégiques et internationales les qualifie de groupe extrémiste le plus redoutable d'Afrique subsaharienne, à juste titre. Au Mali, où le groupe s'est formé en 2017, ils ont provoqué une hausse de 300% des attaques violentes, et une crise humanitaire qui a laissé près d'1 demi-million de personnes déplacées, 1,8 million confrontées à l'insécurité alimentaire et 5,1 millions ayant besoin d'une aide humanitaire, et ce n'est qu'un seul pays, le Mali. Ibikida Farso. Ils ont commis de multiples atrocités, notamment à Barça-Logo, où ils ont tué plus de 200 civils lors du pire massacre de l'histoire du pays, tandis qu'au Nigeria, ils ont attaqué l'État de Kwara plus tôt cette année, tuant un soldat et s'emparant de munitions et d'argent. Dans le nord du Bénin, près de la frontière avec le Niger, ils ont également attaqué récemment une base, tuant 15 soldats. Il s'agit de Jala Admustrat al-Islam wa Muslimin, ou Janim, un groupe djihadiste salafiste lié à Al-Qaïda qui a été formé après la fusion de 4 groupes extrémistes basés au Mali avec la sous-branche de l'émirat du Sahara d'Al-Qaïda, dans les terres du Maghreb islamique, ou Hakim. Ils ont prêté allégeance à la direction d'Al-Qaïda. Depuis leur formation, le groupe est en pleine ascension. L'International Crisis Group a publié en février un rapport affirmant qu'ils sont le groupe djihadiste le plus dominant au Sahel, ce qui est notable vu les nombreux groupes insurgés dans la région. Cette domination a amené certains à le comparer à l'État islamique d'Irak et de Syrie, mieux connu sous le nom de Daesh, le groupe djihadiste qui, à son apogée, contrôlait un califat couvrant une superficie de plus de 100 000 km² s'étendant d'Alep en Syrie jusqu'à Diyala en Irak. Compte tenu de leur expansion rapide et de leur influence croissante au Sahel, certains observateurs se demandent « Le Janim pourrait-il proclamer son propre califat ?» Nous pourrions être en train d'assister à la formation du prochain proto-État djihadiste en Afrique de l'Ouest. Avant de continuer, une petite question. Pensez-vous vraiment que le mode navigation privée vous aide à protéger votre vie privée ? Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Où que vous soyez en ligne, votre fournisseur Internet, le réseau scolaire ou professionnel, et même votre routeur Wi-Fi voient toujours vos activités. La navigation privée ne cache les choses que localement sur votre ordinateur, pas aux autres, et c'est justement ce qui compte. Et c'est là que CyberGhost VPN entre en jeu. Il chiffre votre trafic, masque votre IP et redirige votre connexion via des serveurs sécurisés dans plus de 100 endroits pour préserver votre vie privée. CyberGhost est aussi très utile au-delà de la protection de la vie privée. Débloquez du contenu sur plus de 40 plateformes comme Netflix ou Disney+, en changeant votre emplacement virtuel, avec parfois un accès à des catalogues plus larges selon le pays. Je sais pertinemment que c'est mon cas. Compatible avec Windows, Mac, Android, iOS, un seul abonnement protège jusqu'à 7 appareils. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs sur Trustpilot, c'est l'un des VPN les plus fiables. Pour l'essayer, consultez le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Obtenez-le pour environ 2 $ par mois avec 84% de réduction 4 mois offerts et 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, donc aucun risque. Retour à la vidéo d'aujourd'hui. Construire un califat. Avant de répondre, il est nécessaire de discuter des conditions pour établir un califat, car bien que ce soit une idée populaire chez les djihadistes, un seul groupe y est réellement parvenu à l'époque moderne. Former un califat, que les experts décrivent comme un État islamique des fidèles, exige bien plus que de simples victoires militaires. Ayman al-Zawahiri, qui a été le 2e émir général d'Al-Qaïda, a établi 4 conditions qui devaient en être remplies avant qu'un califat puisse être proclamé au Moyen-Orient. Premièrement, expulser les forces étrangères du territoire contrôlé. Deuxièmement, s'assurer un soutien et développer une autorité islamique. Troisièmement, étendre le djihad aux pays voisins laïcs. Et enfin, combattre Israël. Daesh a réussi là où d'autres ont échoué car ils ont brillamment accompli les 2 premières étapes. En 2014, Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé le califat depuis la mosquée Al-Nouri de Mossoul, alors que Daesh contrôlait assez de territoire pour crédibiliser cette annonce, bien que la majorité des érudits musulmans l'aient rejetée. Ils ont ensuite mis en place les structures, imposé la charia, géré un budget annuel d'environ 2 milliards de dollars et dirigé plus de 30 000 combattants à leur apogée.
Daesh exigeait aussi que les groupes voulant les rejoindre nomment un gouverneur, créent un conseil de la Choura pour la direction religieuse et développent une stratégie militaire pour consolider un territoire qu'ils pourraient en 3D contrôler. En plus de ces structures, Daesh a aussi profité de la conjoncture. La guerre civile syrienne et les tensions sectaires en Irak ont créé des vides de pouvoir que le groupe a exploités sans pitié. Alors, quels atouts Jenim possède-t-il dans sa quête pour former un califat ? Eh bien, tout d'abord, de l'argent, et beaucoup d'argent. Le groupe a récemment reçu 50 millions de dollars des Émirats arabes unis pour libérer plusieurs otages, dont l'un était un membre de la famille royale émirati. BBC Monitoring rapporte que l'échange a permis au groupe d'obtenir 25 millions de dollars d'armes et munitions supplémentaires. Ce n'est pas la première fois qu'il reçoit une telle somme. En 2020, Jenim a obtenu environ 40 millions de dollars de rançon pour un otage français et 2 otages italiens. Le groupe complète ses revenus par des enlèvements et diverses taxes imposées sur tout ce qui transite par leur territoire, ainsi que par le vol de bétail. Des recherches menées par l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, ou GITOC, ont montré qu'en une seule année, dans un seul district du Mali, Jenim a gagné 770 000 dollars grâce au vol de bétail. D'après ce chiffre, Jenim pourrait gagner des millions uniquement grâce au vol de bétail. Et leur argent est important, car dans une région où le salaire mensuel moyen varie de 110 dollars au Mali à 150 dollars au Burkina Faso, Jenim peut offrir aux combattants des salaires qui dépassent largement ce qu'ils peuvent gagner avec un emploi légitime. L'argent leur sert aussi à armer leurs combattants. Il est difficile d'estimer le coût des armes légères au Sahel, mais les marchés locaux pratiquent dans des prix bien inférieurs à ceux de l'Occident, notamment quand les armes proviennent de stocks pillés ou passent par des frontières poreuses depuis la Libye ou d'autres zones de conflit. Jenim a aussi largement tiré parti du chaos politique provoqué par de nombreux coups d'État dans la région. Après la prise de pouvoir des juntes militaires au Mali, Burkina Faso et Niger, les forces occidentales ont été expulsées et remplacées par des mercenaires russes, dont la lutte contre les djihadistes s'est avérée infructueuse. Les attaques terroristes ont considérablement augmenté depuis que Moscou est devenu le principal garant de la sécurité dans la région. Selon Atrocities Watch, une organisation de la société civile non partisane, les actes de violence des groupes djihadistes au Mali ont augmenté de 70% depuis le coup d'État de mai 2021 et le nombre de civils tués au premier trimestre 2022 a été plus élevé que lors de toute année civile précédente. Et selon une enquête de la société de presse, les Russes sont aussi brutaux, voire plus brutaux, que les djihadistes. Des dizaines de personnes ayant fui le Mali accusent l'Africa Corps, qui a remplacé le groupe Wagner, de commettre des exactions odieuses. Un chef de village malien réfugié en Mauritanie a confié à l'AP « C'est une politique de terre brûlée. Les soldats tirent sur toute personne aperçue, sans parler, questionner ni prévenir. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont tués. » Selon le Centre africain d'études stratégiques, les forces de sécurité maliennes et leurs partenaires russes sont responsables de 77% des victimes civiles, ce qui a favorisé le recrutement par Jenim et affaibli la confiance du public dans l'armée malienne. Le gouvernement malien semble avoir compris que le partenariat russe ne fonctionne pas. Bamako négocie avec Washington pour autoriser à nouveau les vols d'avions et drones américains dans l'espace aérien malien afin de surveiller les groupes djihadistes. Reste à voir si cela arrivera à temps pour éviter de nouvelles pertes territoriales. Cela nous mène au troisième point. Le territoire. Jenim a méthodiquement étendu son influence au-delà de ses bastions traditionnels dans le centre-nord. Le docteur Daniel Ezienger, chercheur au Centre africain d'études stratégiques, a déclaré à Responsible Statecraft en octobre 2025 que Jenim contrôlait plus de territoire qu'à n'importe quel autre moment de ces 13 années d'insurrection. Les ambitions territoriales du groupe s'étendent jusqu'à la capitale elle-même. Jenim a assiégé Burmarco, paralysant la ville en contrôlant ses routes et bloquant les camions-citernes de carburant des pays voisins. Le groupe a détruit des centaines de camions-citernes, causant de graves pénuries et une hausse de plus de 400% des prix du carburant, obligeant écoles et entreprises à fermer et rendant les coupures de courant courantes. Fin janvier, l'Africa Report a indiqué que le siège de Burmarco s'était atténué, mais les habitants n'étaient pas sûrs de la durée de cette accalmie. Au Burkina Faso, la situation semble encore plus sombre. Selon Al Jazeera, le pays est rapidement devenu un foyer pour Jenim, le groupe opérant ou contrôlant des territoires dans 11 des 13 régions du Burkina Faso, en dehors de la capitale. Entre janvier et avril 2025, 512 victimes ont été signalées à la suite des attaques de Jenim. Et étant donné qu'il ne s'agit que des chiffres rapportés sur une période de 4 mois l'année dernière, le nombre réel de morts est sans aucun doute plus élevé. Comme au Mali, Jenim a assiégé des villes au Burkina Faso, notamment Soleil et Djebo.
En mai 2025, Jenim a mené une attaque dévastatrice contre Djebo, des sources ayant indiqué au groupe de crise que les djihadistes ont tué plus de 100 civils soldats et paramilitaires et enlevé des dizaines d'autres. La situation dans la capitale est devenue si grave. Brown, chercheur principal en politiques africaines au Conseil européen des relations étrangères, a averti lors d'une interview au magazine Forum africain de la défense que nous pourrions bientôt assister à un scénario de type Mogadiscio, où le gouvernement se retrouve de plus en plus confiné dans une capitale assiégée. Bien que ces deux pays soient un peu les plus touchés par l'insurrection, ils ne sont pas les seuls. Dans une interview exclusive avec l'équipe de Warfront, Eni Nasbira, analyste principal à CLAED pour le Sahel, a indiqué que le groupe est actif dans 6 pays. Nous avons ciblé le Mali et le Burkina Faso en raison de la gravité de la menace dans ces pays. Et parce que si Jenim devait former un califat, cela commencerait probablement dans ces 2 endroits. Et cela nous ramène à notre question principale. Jenim pourrait-il vraiment former un califat ? Et avant que nous essayions de répondre à cette question à la fois déprimante et terrifiante, un petit mot sur notre dernier projet. Front Stoco, notre espace abonné, est destiné à ceux qui veulent aller au-delà des gros titres, s'éloigner du bruit et des cris, et découvrir quelles sont les vraies histoires. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives et au moins 2 articles exclusifs sur les conflits célèbres ou méconnus qui façonnent notre monde. Cette année, nous avons mené une analyse approfondie sur l'évolution de l'État islamique au Mozambique, un pendant terrifiant des horreurs actuelles au Sahel. Un abonnement ne coûte que 5$ par mois, et il vous donne accès à tout, des vidéos à notre tout nouveau podcast hebdomadaire exclusif sur le Moyen-Orient. C'est Front Stoco, c'est 5$ par mois. Et maintenant, revenons à la question d'un éventuel califat de Jenim. Pouvoir n'est pas devoir. Comme souvent en géopolitique, la réponse n'est pas simplement oui ou non. Bien que tout indique que Jenim pourrait théoriquement former un califat, plusieurs experts régionaux estiment que ce n'est pas leur objectif actuel. Brent Philip, un spécialiste du suivi du terrorisme au Sahel, a déclaré à l'équipe de Warfront lors d'une autre interview exclusive que Jenim n'essaie pas de former un califat parce qu'il ne croyait pas en cette idée. Nasbira d'Acled n'était pas d'accord, affirmant que bien que la formation d'un califat soit l'un des objectifs de Jenim et d'Al-Qaïda. Plus largement, le groupe basé au Sahel avait un objectif plus modeste et immédiat, créer un proto-État dirigé par des djihadistes grâce à l'islamisation progressive de la société et à la cooptation des structures politiques locales. Dans certains lieux, ils assurent déjà une gouvernance basique, la justice, la résolution de conflits et la sécurité. Outre la question des objectifs qui pourraient évoluer si les conditions s'y prêtaient, plusieurs problèmes structurels rendent très difficile pour Jenim de créer un califat en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, comme l'a noté Massabia, le territoire contrôlé par le groupe est fragmenté. Daesh, pour ainsi dire, contrôle une bande de terre continue allant de la périphérie d'Alep en Syrie jusqu'à des villes de l'est de l'Irak, près de la frontière iranienne. Cette bande territoriale ininterrompue permettait à Daesh de déplacer librement des combattants, des ressources et des approvisionnements à travers le califat, ce qui explique en grande partie pourquoi ils ont pu conserver le califat aussi longtemps. Les possessions de Jenim, en revanche, ne ressemblent en rien à cela. Malgré son contrôle territorial, le groupe dépend toujours des zones de soutien pour déplacer ses combattants, selon le Critical Threats Project. Ce sont des zones où un groupe n'est pas attaqué et peut gérer efficacement ses activités logistiques et administratives pour soutenir ses forces. Leur utilisation indique que les zones que Jenim contrôle effectivement restent fragmentées. C'est positif pour le gouvernement malien, mais Acled souligne le risque que le Mali devienne une mosaïque de territoires sous divers contrôles, ce qui serait catastrophique. Il soulève aussi la question des effectifs. En 2014, la CIA estimait que l'État islamique comptait entre 20 000 et 31 500 combattants répartis entre ses territoires en Irak et en Syrie. Fouad Hussein, le chef de cabinet du président kurde Massoud Barzani, a déclaré à l'Indépendant que les estimations de la CIA étaient bien trop basses et que l'EI avait au moins 200 000 combattants. Bien que cela représente une fourchette de chiffres extrêmement large, même si l'on prend l'extrémité basse de 20 000, cela fait 2 fois plus de combattants que Jenim, que Nassaib a estimé à 10 000. Pour illustrer, quand la Russie a massé 50 000 soldats près de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, l'an dernier, ce geste a surtout été vu comme une action de fixation. 10 000 combattants, ce n'est pas un chiffre crédible militairement, sauf si vous affrontez le Liechtenstein. Et une force aussi réduite signifie que Jenim ne peut pas tenir efficacement de vastes étendues de territoire trop longtemps. En plus du nombre réduit, les combattants, comme l'a noté Philippe, sont plus loyaux envers leurs chefs régionaux que ceux de l'État islamique envers le califat. Pour citer Philippe, au fond, Jenim est techniquement une coalition de groupes.
Les chefs régionaux ont beaucoup plus d'autorité locale, comme les frères Diko au Burkina Faso ou Amodo Kofa au centre du Mali. Jenim est plutôt un réseau, alors que l'État islamique, à son apogée, était davantage un proto-califat monolithique. Si Jenim fondait un califat, la loyauté des combattants envers leurs chefs locaux risquerait de provoquer des luttes internes susceptibles de faire chuter le califat avant toute pression extérieure. Cependant, si Jenim parvenait à surmonter tous ces défis, il pourrait potentiellement former un califat. La question est de savoir s'il le devrait. Proclamer un califat attirerait l'attention que Jenim voudrait sans doute éviter. Les gouvernements d'Afrique de l'Ouest savent que tolérer un État djihadiste mettrait leur sécurité en péril et feront tout pour l'empêcher. Le bloc régional, l'ECOWAS, a récemment annoncé son intention de mobiliser une force composée initialement de 2000 soldats d'ici à la fin de 2026 pour lutter contre les groupes armés qui s'étendent dans la région. Jenim, en déclarant un califat, verrait la date de déploiement avancer et le nombre de soldats déployés augmenter de plusieurs ordres de grandeur. L'Union africaine pourrait également intervenir en envoyant des forces de maintien de la paix dans la région, car un califat représenterait un risque pour l'ensemble du continent. Washington interviendrait presque sûrement, car la stratégie de sécurité nationale cite explicitement le terrorisme islamiste comme un risque à surveiller pour les États-Unis. Nous avons déjà vu à quoi ressemblerait cette intervention. En décembre 2025, le président Trump a ordonné des frappes contre l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, lançant des missiles Tomahawk depuis un destroyer dans le golfe de Guinée. Les frappes visaient étant des camps de l'EI dans l'État de Sokoto et ont tué ce que l'Africom a décrit comme plusieurs terroristes. Les États-Unis ont aussi envoyé 100 militaires à Abuja pour former les soldats nigérians contre les groupes armés. Nous devons évoquer la France, car malgré l'expulsion de ses troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ses intérêts subsistent, notamment au Bénin où les djihadistes cherchent à s'étendre, rendant probable une implication française. Même si Paris hésite à envoyer des troupes à cause du fort sentiment anti-français, la France peut fournir formation, financement, renseignement et équipement aux forces régionales. Cela permettrait de protéger les intérêts français tout en évitant les accusations de néocolonialisme qui accompagnent habituellement l'intervention française. Maintenant, vous vous demandez probablement « Simon et les Russes alors, ils sont bien présents dans la région, donc ils pourraient pas sûrement aider ». Bien que les Russes aient contribué à la lutte contre Jenim, ils n'ont en réalité pas vraiment combattu le groupe. Comme mentionné plus tôt, leur violence a en réalité attiré des gens vers Jenim. Brand Philippe l'a clairement dit, d'après le bilan de leur déploiement au Mali ces 3 dernières années, les troupes russes ne suffiront pas et pourraient même être contre-productives. Enfin, il faut évoquer une menace potentiellement plus grave pour Jenim que toutes celles citées, les autres groupes djihadistes de la région. D'autres groupes djihadistes. Depuis 2019, Jenim est engagé dans un conflit brutal avec la province du Sahel de l'État islamique, anciennement connue sous le nom d'État islamique dans le Grand Sahara. L'exception sahélienne, où les deux groupes coopéraient malgré la rivalité de leurs organisations mères, a pris fin lorsque des divergences idéologiques et des ambitions territoriales ont mené à une guerre ouverte. Entre 2019 et 2021, des chercheurs ont documenté au moins 125 affrontements entre les groupes, qui ont entraîné la mort d'environ 731 combattants. La violence s'est intensifiée de façon spectaculaire en 2023 lorsque plus de 300 combattants sont morts lors de plusieurs batailles dans la région des 3 frontières où se rejoignent le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Selon Philippe, l'une des causes majeures du conflit est la divergence idéologique entre les deux groupes. Il a expliqué à notre équipe que l'État islamique considère Jenim comme des apostates parce qu'il n'applique tant que pas la loi islamique dans toute sa rigueur, qu'il négocie avec les gouvernements de la région et qu'il s'allie à d'autres milices et groupes laïques contre l'État islamique. Et il ne s'agit pas seulement de combats. Il y a eu de multiples défections d'un groupe à l'autre. Début février, Philippe a indiqué que Sadal Samaona, commandant de Jenim pour l'est du Burkina Faso, et plusieurs de ses hommes avaient fait défection pour rejoindre la province du Sahel de l'État islamique. Il affirmera plus tard qu'il avait rejoint l'État islamique parce que les dirigeants de Jenim n'appliquaient pas la charia dans son intégralité et allaient à l'encontre des principes du djihad en négociant des accords de paix avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Cette défection était significative pour 2 raisons. Premièrement, Samaona est le frère cadet d'Abu Hanifa, l'émir de Jenim pour le Niger. Selon Aklad, le fait qu'une personne aussi haut placée, avec un poste de direction au plus haut niveau de Jenim, puisse faire défection, a probablement suscité des inquiétudes au sein de la direction de Jenim concernant la cohésion interne et le risque de nouvelles défections. Et cela nous amène au 2e point, le moment choisi.
Quelques jours après la défection de Samaona, Philippe a rapporté qu'un accord entre les habitants de Boni, un village du nord du Mali, et Jenim avait échoué, permettant au corps Russie-Afrique de reprendre ses opérations dans la région. Fait crucial, un certain nombre de combattants de Jenim avaient choisi de faire défection et de rejoindre le Russiacor. Lors de l'entretien avec notre équipe, Philippe a déclaré que, bien que ces défections représentent un problème important pour Jenim, elles ne constituent pas une menace existentielle, car Jenim recrute beaucoup plus de combattants qu'il n'en perd à cause des défections. Mais si les chefs et leurs hommes font massivement défection, cela poserait un problème bien plus grave au groupe. En attendant, le principal problème pour un éventuel califat de Jenim est la possibilité bien réelle que la province de l'État islamique au Sahel le prenne pour cible de manière agressive. La direction centrale de l'État islamique exerce des pressions sur sa branche du Sahel pour qu'elle s'étende et démontre sa supériorité idéologique sur Jenim. Une proclamation d'un califat offrirait à l'État islamique l'occasion idéale de lancer une campagne soutenue visant à démanteler la crédibilité de Jenim et à s'emparer de son territoire. Le groupe a déjà démontré sa capacité à mener des offensives de grande envergure, et la valeur symbolique de la destruction d'un califat affilié à Al-Qaïda serait immense pour la propagande de l'État islamique. Il existe aussi un risque d'implication d'autres groupes djihadistes régionaux, comme l'État islamique, la province d'Afrique de l'Ouest et Boko Haram. Ces groupes verraient sans doute un califat de Jenim comme un défi à leurs ambitions et une opportunité d'expansion. Au final, la réponse à notre question initiale, à savoir si Jenim pourrait établir une sorte de califat en Afrique de l'Ouest, semble, de façon inquiétante, être positive. C'est toutefois un oui très réservé, car il reste à savoir si le groupe pourra tenir face à la pression extérieure et s'il souhaite réellement prendre ce risque. Mais même sans califat officiel, il faut se rappeler que Jenim reste la menace djihadiste la plus redoutable en Afrique de l'Ouest, et les gouvernements locaux devront trouver des solutions rapidement avant que le groupe ne devienne trop puissant pour être contenu. Cliquez sur le lien en description pour bénéficier de la réduction spéciale CyberGhost VPN réservée aux spectateurs. Il protège vos données pendant que vous naviguez et débloque tout ce super contenu en ligne bloquée, le tout pour environ 2 $ par mois. C'est totalement sans risque, alors essayez-le dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.